Merci de nous retrouver comme chaque matin à 10h. Alors aujourd'hui, notre invité va vous épater. C'est une sorte de géotrouve-tout de la cuisine. Parmi ces trouvailles, il y a par exemple la charcuterie de légumes. Ça fait un tabac en ce moment. Il va nous expliquer son parcours, son histoire et son actualité du moment. Voici Renoir Gilbert. Bonjour Renoir. Et comment ça va ? Très bien, merci. Il est venu en tablier parce que Renoir n'arrête pas en ce moment de travailler à cette nouvelle invention qui est la charcuterie de légumes. Je dis nouvelle invention pour la France, vous êtes le premier à faire ça. Bonjour Renoir, qu'est-ce que c'est en deux mots la charcuterie de légumes ? Alors la charcuterie de légumes, ce sont donc des légumes qu'on affine en utilisant des techniques qu'on emprunte à la charcuterie ou encore à l'affinage de fromage. Ouais. Voilà, et on fait ça du coup... C'est pour ça que vous appelez ça carotte affinée, par exemple. On peut dire charcuterie de légumes ou légumes affinés. Exactement. Vous êtes un affineur, un peu comme un fromager. On va voir comment vous travaillez et puis on va voir que vous débordez d'imagination et que la cuisine, ça a été un petit peu la façon de canaliser cette imagination qui est la vôtre. Mais juste avant, je vais présenter celui qui nous a permis de vous avoir sur ce plateau parce qu'il nous a recommandé chaudement. Il est vraiment formidable, Renoir, Eric. Il est 100% formidable. Je ne vais pas dire le contraire puisque c'est moi qui ai dit qu'il y avait qui viennent. Voilà. Vous vous êtes rencontrés comment avec Renoir ? Je préparais une série de documentaires qu'on peut trouver en ligne sur l'alimentation végétarienne, avec un chef qui est un peu le pape. Le pape, on peut dire, de la cuisine végétarienne en France, parce qu'il a 78 ans, il était professeur au lycée de Nice. Je lui ai proposé d'aller au festival Oumamiam, qui est le festival des fermentations de Montpellier. Et donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai eu le nom du Marseillais de l'étape et que je l'ai rencontré d'abord à Marseille avant d'aller à Montpellier. Voilà, on va voir que ça cartonne. Et vous, justement, vous nous parlerez de quelque chose que maîtrise très bien Renoir, c'est la fermentation de légumes et la fermentation de produits. En général, les aliments fermentés. En général. À tout à l'heure, Eric de Horter. Et puis, avec le monsieur qui est juste à votre gauche, on va se zénifier un petit peu. On va essayer d'être positif. Comme on est sur un produit, on va voir que de convivialité, on va parler aussi de comment cultiver la bonne humeur, la convivialité, le positif. Voilà, et ce sera avec Sébastien Belin, notre sophrologue. À tout à l'heure, Sébastien. On va, Renoir, essayer de vous définir. Comment vous définiriez ? Inventeur, cuisinier, homme d'affaires ? Un peu les trois. Avant tout cuisinier. Ouais. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est l'expérimentation. C'est là où je rayonne le plus, où mon cerveau fourmille le plus. Donc ouais, je pense que cuisinier, expérimenteur, c'est un bon début. Affineur aujourd'hui. Voilà, expérimenteur. Alors, comment est venue justement cette expérience de la charcuterie de légumes ? D'où est venue l'idée ? En fait, quand je suis... Du coup, moi, je viens du parcours gastronomique très classique parisien. Ouais. Et... en redescendant vivre à Marseille, mon idée c'était de me rapprocher du sud, de mes racines, et aussi de me remettre à expérimenter, à créer, à essayer un peu plein de choses. Donc là, je me suis mis à faire de la fermentation, mais aussi de la charcuterie, de viande, de poisson, de poulpe. Et je suis tombé sur ce concept de charcuterie de légumes, et en essayant, je suis tombé par terre, et je trouvais ça absolument incroyable. Et du coup, ça fait un peu plus de 2 ans que j'expérimente chez moi et que je fais plein de recettes. Alors globalement, comment ça marche ? Tu vois, les produits qu'on voit en ce moment, on appelle ça charcuterie de légumes parce que vous avez emprunté pas mal de techniques à la charcuterie. Charcuterie, ça veut dire chair cuite à la base. Donc chair cuite de légumes, ça marche. Complètement. Comment vous travaillez ces légumes ? Alors c'est des légumes qu'on cuit, ensuite on va les assaisonner, on va les fumer pour certains, et ensuite on va les ensemencer avec un champignon qui s'appelle le koji, qui est un champignon japonais qui est vraiment la star de la cuisine japonaise et asiatique, qui est utilisé dans la sauce soja, le miso ou le saké encore par exemple. Et en fait le koji, il va pousser sur notre légume pendant 2 jours et il va lui apporter déjà un joli duvet blanc et puis énormément de saveurs, beaucoup de richesse, d'umami. Ouais. Alors l'umami, c'est en japonais, entre le sucré et le salé, c'est très subtil, hein, c'est ça ? Oui. Ouais. Voilà. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Ouais, super. Eric, c'est notre connaisseur. On va vous demander quelle est la sensation qu'on a quand on goûte de la charcuterie de légumes, par exemple ces carottes affinées là. Alors les carottes, du coup, après avoir été fermentées, elles sont légèrement séchées pour avoir une mâche vraiment d'apéritif, quoi. Et le champignon, justement, il va déporter le sucre de la carotte pour l'amener vers quelque chose de très riche, donc le fameux umami dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment un produit convivial, d'apéritif, qui est là pour
avoir une mâche et un goût qui va ressembler à un fromage ou à une charcuterie. Alors là, ce qu'on voit à l'image, c'est ce que vous nous avez apporté. Ça a l'air très congru. On se dit, tiens, il y a quelques lamelles, etc., un petit peu comme du jambon cru. Combien il faut de grammes ou de kilos de carottes pour avoir au final combien de grammes de carottes affinées? Alors c'est vrai que du coup, l'affinage, c'est aussi de la perte de poids. Ouais. Ça fait partie de l'affinage, même dans un fromage ou dans une charcuterie carnée. Nous, il faut 1 kg de carottes, globalement, pour faire 100 grammes de produits finis, ou 10 kg de carottes brutes pour faire 1 kg de produits finis. Alors on va revenir dans un instant sur cette trouvaille qui est vraiment quelque chose qui a rencontré les consommateurs, puisque vous avez 6500 commandes qui ont été générées par la plateforme Ulule, cette plateforme de crowdfunding, comme on le dit en mauvais français, de financement participatif. Et c'est ce qui vous a permis de mettre en place un laboratoire de 200 mètres carrés à Marseille. On va en parler, mais juste avant, pour savoir comment vous en êtes arrivé là, on va remonter le fil de votre histoire. Alors, dès l'enfance, vous avez toujours été amoureux du goût, vous me dites. Du plus loin que vous vous souveniez, vous avez toujours été un peu un aventurier du goût grâce à vos parents? Oui, complètement. Ma mère m'a toujours fait à manger. Vraiment, ça a été un énorme fil conducteur pour moi toute mon enfance. Ouais. Manger la cuisine de ma mère, celle de mon père aussi, mais surtout celle de ma mère. Si bien que un des premiers souvenirs que j'ai petit et qu'elle me raconte encore aujourd'hui, c'est que à peine âgé de 2-3 ans, quand elle finissait de me donner à manger et que je voyais mon assiette vide, je me mettais à pleurer parce que j'avais fini de manger. C'est ça. Il pleurait dès qu'on lui disait c'est fini, il n'y en a plus. Il y en a, il faut les forcer à manger quelque chose. Et pour autant, il n'est pas devenu obèse. Non, il a la ligne. Il a la ligne. Parce qu'à la maison, on cuisinait et on faisait de la manger correctement. On mangeait correctement. Pourtant, vos parents ne sont pas du tout cuisiniers. Maman est thérapeute, entre autres hypnothérapeute, par exemple. Et puis un papa compositeur. C'est là qu'on retrouve la création. Créateur de musique, de films, de génériques, de pubs. Par exemple, il a travaillé longtemps pour Canal+. Oui, exactement. Quel générique le plus célèbre on aurait dans l'oreille de votre papa? Le petit journal, le grand journal, à la grande époque du grand journal. Voilà, de Yann Barthès. Alors vous aussi, comme papa, vous êtes créatif. Alors ça va nous donner des études qui vont pas tout de suite vers la cuisine. D'abord des études artistiques, de cinéma, puis vous entreprenez des études de japonais. Oui. Il y avait une volonté particulière derrière ça pour apprendre le japonais, c'était quoi? J'ai toujours été fan de voyage, du Japon en général, de la culture japonaise, et puis je me suis lancé dans une fac à Aix-en-Provence de japonais en me disant peut-être que c'est là que je vais trouver ma voie, et pas du tout. Absolument pas. Je m'en suis vite rendu compte, j'ai vite fait volte-face. Voilà. Vous parlez japonais aujourd'hui? Choto, un tout petit peu. Vous savez, moi aussi, je maîtrise le japonais. Les défis artistiques, il va y en avoir pourtant, puisqu'en 2018, on va vous retrouver sur la scène d'un opéra avec des rollers aux pieds. Qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là? Alors du coup, c'était dans une période de grande prospection personnelle où je cherchais ce que je voulais faire et du coup, j'essayais plein de petites choses et j'ai eu cette opportunité d'être figurant roller sur Méphistophélès au Corrigis d'Orange, chorégraphié par Jean-Louis Grinda et un des plus beaux théâtres de France, plus vieux théâtre antique. On n'a pas d'image. On n'a pas d'image. Moi, j'ai juste entendu Méphistophélès. C'était peut-être Méphistophélès, Voilà, c'était le titre original de l'opéra dans lequel vous avez joué, parce que c'était pas Méphistophélès. Méphistophélès. Ah oui, non, parce que comme il y avait des rollers, je me dis qu'il était peut-être fêlé. Voilà. Pour finir, vous dites, je suis très créatif, je suis plein d'imagination. Et là, vous bifurquez sur un CAP cuisine. Ouais. Et il y a une raison pour ça, vous dites, c'est là que j'ai pu canaliser mon imagination. Complètement. Ouais. Moi, j'ai toujours eu besoin de cadre, de beaucoup de rigueur, même à l'école. Et en fait, pendant la période Covid, je me suis dit que il était temps pour moi de passer ce cap, d'oser aller vers ma grande passion qui est la cuisine, et du coup de commencer par un CAP à Ferrandi. Voilà, alors Ferrandi, c'est une grande école de cuisine à Paris. Qu'est-ce que vous apprenez là-bas, vraiment les bases de la cuisine? Les grandes bases de la cuisine, comment on tient son poste, et puis pâtisserie aussi. J'ai une excellente formation pâtisserie à Ferrandi. En sortant de l'école, il va y avoir 2 restaurants gastronomiques, dont un qui va vraiment vous marquer. C'est un étoilé au Michelin. Il s'appelle Nomikos, parce que le chef s'appelle Jean-Louis Nomikos. Complètement. Et c'est une de vos personnalités inspirantes, on le voit ici. Pourquoi il vous inspire et qu'est-ce qu'il vous apprend, lui, Jean-Louis Nomikos? Jean-Louis Nomikos, il m'apprend la rigueur, la répétition du geste juste.
C'est vraiment dans ces cuisines que j'ai appris ce que c'était assumer une responsabilité, un poste. J'ai pris énormément de plaisir à évoluer dans ces cuisines et c'est vraiment chez lui que je suis devenu cuisinier et voilà, je lui dois ça. Vous avez expérimenté des choses chez lui ou c'était vraiment la cuisine classique? Alors non, j'ai jamais expérimenté sauf une fois le soir de son anniversaire où j'ai fait manger une tarte sucrée-salée. On était avec un collègue et on s'est dit que c'était le moment de lui montrer un petit peu de ce qu'on avait appris chez lui et notre créativité. Ouais. Et alors ça a été concluant il était surpris, on va dire. Il a dit c'est quoi? C'est sucré ou salé? On était déjà sur l'umami, hein, un petit peu. Et du coup, vous avez répondu quoi? C'est une tarte? Voilà, c'est une tarte sacrée. Voilà. Donc il a inventé la tarte sacrée, ce monsieur. Pourquoi vous décidez de quitter Paris et la restauration à un moment pour vous lancer dans ce dont on va parler largement, la charcuterie de légumes? Ça vient comment? C'est quoi le déclic? Je pense que vous pouvez témoigner tous ici à quel point on est bien à Marseille déjà pour commencer. Et oui, vous êtes originaire de tout à côté de Marseille? Oui, de Lambesc, pas très loin de Marseille. Ouais. Donc j'avais besoin de retrouver, je pense, déjà cette manière de vivre, cette luminosité exactement. Et puis aussi mon côté expérimental, je sentais que j'avais eu la rigueur et le cadre dont j'avais besoin. Et j'avais envie de partir à nouveau tous azimuts avec mon imaginaire. C'est pour ça que je suis venu. Alors vous avez commencé par des essais. Il a rejoint la planète Mars. Exactement, c'est ça. Mars, c'est l'attraction de la planète, elle est plus forte. Vous avez commencé par des essais de légumes fermentés. On va y revenir avec Eric qui va nous aiguiller. Puis en 2022, vous faites la trouvaille de quelque chose qui va changer votre approche de l'affinage des légumes. Vous me dites c'est le champignon koji. Exactement. Alors comment vous trouvez ce champignon et qu'est-ce qu'il va apporter à votre... C'est les cours de japonais. À votre charcuterie. Il y a un lien avec le japonais. Il y a un lien avec le japonais, c'est aussi un fil conducteur chez moi. Donc c'est dans un livre, un ouvrage de référence qui s'appelle Koji Alchemy, qui est coécrit par 2 fermenteurs américains. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte, quand on creuse un peu le monde de la fermentation, à quel point il est large, à quel point il y a des gens qui ont expérimenté tous azimuts. Et dans ce livre, eux, ils expliquent la manière traditionnelle d'utiliser ce champignon. Donc comme je disais tout à l'heure, le soja, le miso, le saké. Et ils font des expérimentations aussi de leur côté. Et notamment, ils en font pousser sur de la carotte. Donc on voit une carotte recouverte d'un duvet blanc. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils expliquent que ça va vraiment faire ressortir l'umami de la carotte et que ça a des saveurs charcutières qui sont assez incroyables. Ouais, et c'est là qu'on va switcher avec Eric. Dans un instant, on verra comment cette façon d'affiner des légumes, de faire de la charcuterie de légumes, va vous porter bonheur, parce que au départ, on n'y croit pas vraiment. Quand vous dites je vais lancer une campagne de levée de fonds pour ma charcuterie de légumes, on vous dit oh, vous inquiétez pas, ça n'ira pas très loin. Et puis, c'est un plein succès. On va vers ça tout à l'heure. Mais juste avant, on va évoquer ces produits fermentés et comment ils sont faits déjà. Et surtout, quelle est leur action sur notre santé? C'est ça, ce qui est intéressant avec l'alimentation fermentée, c'est qu'à la fois, on revient à des choses essentielles. On est dans le développement durable, dans la transition écologique, alors qu'en fait, la base, c'est quand même une recherche gourmande et gastronomique. On n'a pas besoin de réfrigérateur. Autrefois, on n'en avait pas. Donc, comment on faisait? On conservait... Au sel. Ou sinon, avec... Alors, justement, les légumes, il y a la fameuse lactofermentation. La lactofermentation, tout le monde connaît la choucroute. La choucroute, c'est effectivement du chou râpé, conservé dans de l'eau salée. Alors, on peut le faire au sel sec, ça c'est on met 3% de sel par rapport à la masse de légumes qu'on a utilisée. Ça c'est pour les légumes râpés. Mais quand on a de gros légumes qu'on veut garder en bâtonnet, par exemple, là on va les mettre dans une saumure qui grosso modo correspond à peu près à l'eau de mer. En Méditerranée, l'eau de mer, elle est à 36 grammes de sel par litre. Il faut 30 grammes de sel pour conserver des légumes, mais on pourrait s'amuser tous si on n'a pas de réfrigérateur ou si on ne veut pas perdre des légumes qui risquent de s'abîmer, parce que même au frigo, ils finissent par s'abîmer, par plus être aussi jolis. On peut les mettre tout bêtement dans de la saumure, dans de l'eau salée à 30 grammes par litre. Pendant combien de temps? C'est long d'obtenir des légumes fermentés, Renoir, par exemple? Non, c'est pas très long, quelques jours. Non, on peut juste les conserver. Les Japonais, par
par exemple, ils font ça des fois juste pour 48 heures. La lactofermentation, vraiment, si on veut avoir le type choucroute, il faut attendre à peu près 15 jours, 3 semaines. Ça dépend un peu aussi de la température extérieure. Okay. Et après, ça peut se garder pendant très, très longtemps. Et après, ça se garde le temps qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est que le légume, au lieu de s'abîmer s'il était resté à l'air tout seul, eh bien, on le voit sur les images. Petit à petit, on met ça dans un bocal. Il reste dans le bocal. Et il s'enrichit en vitamines et en oligo-éléments. C'est d'ailleurs ce qui fait que souvent les Anglais nous ont mis la pâtée, parce qu'eux, sur leur bateau, ils avaient des légumes lacto-fermentés, donc ils avaient des vitamines, alors que nous, au bout de 3 semaines, on n'avait plus de légumes frais et on attrapait le scorbut. Exactement. Et il y a des vitamines et il y a aussi des bonnes bactéries. Quand on entend fermentation, il y a de la bactérie aussi. Oui, il y a des micro-organismes qui sont très intéressants. Donc ça, c'est pour les légumes lacto-fermentés. On a évoqué le koji. Alors le koji en japonais c'est un peu compliqué parce que c'est à la fois le nom du champignon qui s'appelle Aspergillus oryzae et à la fois le nom du levain qu'on fait avec ce champignon. Le levain de riz s'appelle koji. Et c'est ce levain, ce riz fermenté avec Aspergillus oryzae qui ensuite va permettre de transformer des légumineuses ou des céréales. Voilà. Et ça les transforme de la même manière que vos carottes, on est d'accord, Renoir? Oui, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les céréales et légumineuses, il y a beaucoup de protéines qui vont être décomposées en acides aminés simples. Et c'est les protéines décomposées en acides aminés simples qui donnent ce goût un peu de viande, alors que c'est pas de la viande, mais ça a un goût bouillon. Ça a un goût de bouillon, et c'est cette sensation-là qu'on décrit comme umami. C'est une décomposition simple de protéines qui font que c'est directement assimilable, alors que quand vous mangez du steak, votre organisme doit faire énormément d'efforts pour décomposer tout ça. Là, c'est directement le miso, par exemple, ou le tempeh, qu'on a vu aussi, qui est un autre champignon qui va coloniser des légumineuses, et ça fait comme du steak qu'on coupe en tranches. C'est une alimentation de base en Indonésie. Oui. C'est le même principe. D'accord. L'umami, moi je croyais que c'était un goût, une saveur. C'est une saveur. Ah oui, d'accord. Alors ça a quoi comme goût? Ben justement, c'est ni sucré, ni salé, ni acide, ni amer. C'est la 5e saveur. En français, on a plutôt tendance à le traduire par savoureux, mais en réalité, c'est ce goût qu'on a de bouillon. Très équilibré. Très équilibré. Très équilibré. Merci beaucoup, Eric. Et on a vu les bienfaits aussi pour notre santé de ce genre d'alimentation. Donc ça, à l'apéritif, c'est pratiquement sans modération. On peut y aller. On peut y aller. Ça reste un produit plaisir, mais bien sûr, on peut y aller déjà plus. C'est nettement mieux que les chips. Ou des chips, exactement. C'est un produit convivial. Tiens, je voudrais qu'on montre quelques-uns de vos produits. Vous avez quoi dans la gamme? Pour l'instant, ça commence à peine, donc j'imagine que la gamme est très restreinte. La gamme est restreinte pour commencer par maîtriser ce qu'on fait, vu qu'on est une entreprise très jeune, on n'a que 6 mois et déjà 200 mètres carrés de labo et 6600 commandes à honorer. Donc on y va doucement, mais on a déjà plein de produits qui sont prêts pour la suite. Pour l'instant, on a 3 carottes, dont 2 sont ici, la classique, la paprika fumée. Et après, on a aussi une betterave fumée. L'aventure n'aurait pas pu se faire sans Instagram? Personne ne le saura jamais, mais c'est sûr que ça a bien aidé. Parce qu'au départ, c'est sur les réseaux sociaux que vous avez fait connaître la charcuterie de légumes. Exactement. C'était avant même la levée de fonds sur la plateforme Ulule. Parce que tu as eu pas mal d'abonnés quand même. Oui, complètement. Là, je suis à 120 000 abonnés sur Instagram. Donc ça permet presque d'en vivre? Bien sûr. Oui, complètement. Si j'avais continué Instagram, je pouvais totalement vivre. Alors on va revenir. Non, mais ça paraît incroyable de se dire que tu as une idée, tu l'expérimentes, tu mets des vidéos sur les réseaux sociaux, tu as tellement d'abonnés, finalement tu as un retour sur un premier investissement, et puis c'est comme ça que petit à petit tu dis je peux aller plus loin, et la levée de fonds, elle s'est faite beaucoup plus rapidement qu'avec un banquier. Complètement. Ouais, c'est ça. C'est parce que ce sont vos abonnés qui finalement sont devenus vos clients, et aujourd'hui 6600 précommandes, c'est ce qui a permis donc de démarrer cette aventure. Vous êtes à combien aujourd'hui? Vous travaillez à combien sur cette société? Vous êtes une dizaine? On est une quinzaine, toute l'équipe, et on est 8 tous les jours en production. Voilà, donc voilà. En plus, ça donne du travail. On va y revenir, mais juste avant, on va se zénifier et puis on va essayer d'être positif. On va non seulement prendre l'apéro, on va prendre l'apéro avec des carottes affinées. Totalement feel good. Voilà, mais du coup, à l'apéro, on peut, en plus des carottes affinées, moi je vous propose de cultiver la bonne humeur avec, alors moi ce que j'aime bien appeler le journal des bonnes nouvelles. Vous allez voir que ça paraît
tout simple, c'est pas toujours si évident que ça. C'est quoi le journal des bonnes nouvelles? C'est de s'entraîner finalement. Alors ça peut être sympa quand on est justement plusieurs. S'entraîner à identifier comme ça spontanément 3 moments sympas qu'on a pu avoir au cours des 24 dernières heures. Alors j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de petits moments sympas. Ça peut être, voilà, hier j'ai mangé une pizza incroyable hier soir, j'ai goûté les carottes affinées de Renoir, c'était complètement fou. J'ai eu un coup de fil qui m'a fait super plaisir. Tiens, là spontanément, je sais pas, Eric, dans les 24 dernières heures, vous, est-ce qu'il y a un moment sympa qui vous vient comme ça spontanément? Hier soir, je suis allé à la piscine avec ma fille, on a joué, elle m'a pété le dos parce qu'elle avait sur les épaules, mais sinon c'était très un moment sympa. Oui, okay. c'était un moment vous, très sympa. Renoir, notre invité, vous avez un moment sympa dans les 24 dernières heures? J'y ai pensé, ouais. J'ai affiné du chou rouge. Chou rouge affiné, et c'était extrêmement bon. Bah oui, ça peut être toutes sortes de moments. Eric, vous avez un moment qui vous vient spontanément des 24 dernières heures? Oui, parce que hier j'étais avec des viticulteurs nature et j'ai bu un sauterne nature. Je savais même pas que ça existait. Avec modération, Eric? Bien sûr. Oui, j'y crois pas. Donc ça veut dire que oui, tout vient donc. Ce qui est intéressant, c'est de s'entraîner. Parce que les premières fois on fait ça, on a l'impression de se dire mince, mais qu'est-ce qui s'est passé de bien dans les 24 dernières heures? C'est pas si évident. Donc tirez le fil et vous allez voir qu'en vous entraînant, on apporte pas mal de choses. Et puis une variante qui est possible, moi j'aime bien, parce que parfois c'est pas si évident que ça, dire qu'est-ce qui était sympa. Vous pouvez aussi vous orienter avec des questions. Par exemple, qu'est-ce qui m'a fait rire au cours des 24 dernières heures? Ça peut être une clé d'entrée pour le faire. Quelque chose dont je suis fier au cours des 24 dernières heures, ça peut aussi être une question. Et une troisième, un petit plaisir que je me suis accordé au cours des 24 dernières heures. Ben voilà, ça peut être une façon de décliner plutôt que d'un seul coup spontanément dire c'est quoi les 3 moments. Donc entraînez-vous à ça, vous allez voir que c'est intéressant et plus on le fait, évidemment comme tout, plus on est meilleur et plus ça vient vite. Et donc cultiver le positif, tant qu'à faire, c'est cool. Toujours avec des carottes affinées près de soi, bien sûr, Renoir, en même temps qu'on fait ça. Voilà. Merci pour ce journal des bonnes nouvelles. Et moi, je veux bien partager le petit plaisir de sauterne d'Eric là. Ça allait venir hier. La prochaine dégustation, Eric, on sera là quand même. Okay. Renoir, le succès est là, 6500 précommandes. Ça veut dire derrière une production qui s'est mise en place. Ça représente combien de tonnes de légumes? Parce que vous dites pratiquement 1 kilo dans un petit sachet comme ça. Vous avez fait le calcul ou pas? J'étais en train de réfléchir dans ma tête. Je pense qu'on est entre 30 et 50 tonnes juste pour la campagne de prévente Ulule. Ouais. Donc on l'a vu, ce sont vos abonnés Instagram parce que vous avez amené avec vous une communauté de 120 000 personnes qui se sont intéressées à cette charcuterie de légumes. C'est quoi la suite? Là, vous avez un labo de 200 mètres carrés. Ça va être trop petit dans pas longtemps, non? Ouais, on se sent déjà les trois. Voilà, on était parti avec mon associé pour se dire on prend ce projet vraiment tranquillement, on prend le temps et puis en fait tout est parti très vite, très fort et je pense qu'il faut savoir aussi saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc ce labo de 200 mètres carrés, on pensait y rester longtemps et là on se rend compte en fait que on a déjà besoin d'un atelier qui est un peu plus grand. Donc je pense que la prochaine étape c'est de trouver un peu partout en France et pour ça avoir un encore plus bel atelier dans Marseille. Voilà, puis c'est dans la veine de ce qu'il faut faire pour la planète. Un peu moins de viande et puis des légumes. Oui, c'est du bio. Et tout est bio. On l'a pas dit, mais c'est du bio. Chaque ingrédient est bio. Ouais. Parce que si on veut faire fermenter des légumes sur lesquels il y a eu des produits qui empêchent les micro-organismes de se développer, ça ne marche pas. Donc tout ce que je vous ai dit, si vous voulez conserver des légumes chez vous, il vaut mieux que ce soit des légumes bio. Allez, avant de se quitter, on va regarder des images de notre invité au fourneau, parce qu'on a dit que c'était un aventurier de la gastronomie du goût depuis tout petit, et nous on a des images de vous en train de faire des pizzas. Ça nous a un peu intrigués, quel est le rapport entre les légumes et la pizza? En fait, vous vous passionnez en ce moment pour... Pourquoi la pâte à pain, Ouais, la panification, c'est toujours été une passion et ça m'a toujours fasciné. Une bonne pizza, je trouve ça incroyable. Ouais, c'était à Oumamiam, ça, avec toute notre équipe de ferment. Alors ça aussi, c'était un moment, toute l'équipe m'en parle encore et me dit c'est des pizzas d'un autre monde qu'on a pizzas fermentées, ouais, complètement, qu'on avait fait avec Patrick qui est juste à côté, ensemble pour le collectif Ferment que je salue. Et c'était du coup pour une expérience, alors vous avez retrouvé ces pizzas comme ça? C'était dans le cadre d'un festival de la fermentation où il y avait plein de petites street food. On pouvait manger ça le soir au camion à pizza. À la maison, vous n'avez pas acheté. Pour quelques privilégiés. Si, j'ai un four. D'accord, très bien. Voilà, et ça, c'est le genre d'expérience que vous menez. Alors, elles ont quoi d'original, ces pizzas-là? C'était des pizzas fermentées. Il n'y avait pas de pizza à la charcuterie légumes, ça arrive bientôt, mais là, c'était des pizzas avec de la fermentation. D'accord, avec des produits fermentés dessus? Bien sûr. C'était quoi, par exemple, les produits? Là, tout de suite, on avait une sauce
sauce lacto-pimentée par exemple. Donc c'est des piments lacto-fermentés qu'on a mixés avec de la prune fermentée aussi, avec de la mozzarella, et ça c'était super bon. Ouais. Alors si on veut retrouver cette fantaisie, cette imagination, cette créativité, on vous retrouve sur vos réseaux, c'est Ave Racine. C'est ça, averracine.com pour commander, et également sur notre Instagram Ave Racine. Voilà, Ave comme Ave César. Hein. Comme Ave César. Pourquoi le choix de ça veut dire quoi, Ave Racine? Ouais, c'est ça, c'est Ave César, puis on a fait de la charcuterie Ave les racines, quoi. Parfait. Ave les racines. Ah oui, les racines. Ah oui, là, oui, ça très fait bien. plusieurs Très sens. bien. Ouais, bah, les carottes, c'est des racines, les betteraves aussi, effectivement. On va se quitter avec votre coin de paradis. Alors, vous avez parlé de Lambesc, votre ville natale, c'est tout à côté. C'est Rognes. Pourquoi le choix du village de Rognes? Parce que c'est un petit village qui fait partie de la commune des Trois-Pierres, d'où je suis originaire, que je trouve absolument magnifique. Vraiment un village très beau, qui est resté encore très simple. Et ce qui est rare en Provence, où tout se touristifie, je trouve. J'aurais pu citer l'île sur la Sorgue ou d'autres endroits comme ça, mais Rognes, c'est resté particulièrement préservé. Et voilà, c'est magnifique, on y fait un des meilleurs chèvres du monde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Me retrouver un peu partout en France nos produits, Ave Racine, nos carottes affinées, dans différentes biocoop, épiceries fines dans lesquelles on arrive. Un encore plus beau labo de production. Voilà. Eh ben, écoutez, ça veut dire grandir vite, mais sans trop d'encombre, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile pour les entreprises de grandir vite. Merci en tout cas à vous. Bon retour dans votre labo, il y a du boulot. Salut Sébastien, salut Eric. On se dit à demain 10h. Salut.